Alors nous revenons dans le studio avec notre ami Jacques Bompard et notre ami Benjamin Blanchard. Jacques Bompard, je rappelle, est-ce bien la peine d'ailleurs de le rappeler, que vous êtes député du Vaucluse et maire d'Orange. Vous aviez déjà été député, vous aviez d'ailleurs déjà été député entre 1986 et 1988, député à l'époque du Front National, mais élu à la proportionnelle, ce qui était quand même plus facile ou moins difficile que d'être élu, comme vous venez de l'être, député au scrutin majoritaire. Alors j'ai appelé notre causerie l'action d'un élu exemplaire parce que je suis bleu d'admiration de ce que vous avez réalisé à Orange. Alors d'abord parce que votre ville est admirablement gérée. J'ai eu l'occasion d'y aller pendant 2 jours, et je me suis dit, mais c'est même si je n'avais pas su qui vous étiez, je me suis dit, voilà une ville qui a un maire remarquable. Ça se voit partout, quoi. On voit que la ville est bien aménagée. Alors évidemment, c'est une ville qui a un patrimoine historique prodigieux. Enfin, vous l'avez sorti. Racontez-nous votre secret, Jacques Bompard. Et ensuite vous nous parlerez du mariage homosexuel tout à l'heure. Alors, vos propos me font plaisir, mais ils sentent presque la flagornerie. Ça me gêne un peu aux entournures. Ce qui est vrai, c'est que si j'ai été élu maire d'Orange en 1995, c'est que la situation était dramatique. Alors, Orange est une ville un petit peu particulière, puisque de mémoire d'homme, elle n'élisait jamais 2 fois de suite le même maire. Donc, en fin de compte, quand j'ai été élu, mes adversaires m'ont dit, c'est la tradition, il faut une nouvelle tête, vous êtes la nouvelle tête, mais au mandat précédent, au mandat futur, vous sauterez. Bon. La tradition d'ailleurs à Orange, c'était plutôt de ne rien faire, et quand on faisait quelque chose, c'était plutôt une bêtise. Donc il y avait des raisons pour que les électeurs changent d'une manière quasi systématique de maire. La ville était considérablement endettée. Nous étions à 50% au-dessus de l'endettement de la strate. Les impôts étaient très élevés. La ville était vieillie, sale, avec une insécurité tout aussi importante qu'Avignon, qui est remarquable sur ce dossier. Et les policiers avaient pour consigne d'éviter les coins qui pouvaient être chauds, ce qui fait que leur territoire de redondance, c'était la rue de la République, qui fait 200 mètres de long. Et ils s'en plaignaient fort. Donc nous sommes arrivés avec pour objectif de remplir le contrat que nous avions passé avec les électeurs, qui était de travailler à rendre cette ville belle, propre et sûre. Et ça a été les 3 axes de notre activité. Et ce qu'il y a de remarquable, c'est que alors même que la liste avait gagné, mais que pendant la semaine qui suit l'élection de la liste, c'est toujours l'ancienne équipe qui est aux affaires, qui expédie les affaires courantes en attendant que le 3e tour élise le maire, eh bien il y a eu un changement radical dans la vie de cette ville, c'est que les musulmans qui tenaient la rue l'ont abandonnée sans que rien ne soit fait, et les Européens qui la fuyaient, ils sont revenus immédiatement. Donc j'ai été élu la semaine d'après, avec une attitude profondément anti-républicaine des sortants socialistes qui ont manifesté devant la mairie, qui avaient sonorisé la mairie pour entendre le discours du maire battu, qui, contrairement à la règle, a fait un discours, alors que normalement il n'a plus droit à la parole. C'est le doyen d'âge qui prend les affaires en main, qui devient maire pendant quelques instants, le temps que le nouveau maire soit élu. Alors on a eu droit à un discours sur l'extrémisme, sur le fascisme, sur les rats qui envahissaient la ville. Et c'est vrai, il y en avait beaucoup avant que j'arrive. Des vrais rats. Le doyen d'âge, qui était le général Laureau, a fait un brillant discours. Une fois élu, j'ai répondu à toutes les attaques du maire socialiste sortant, et nous avons commencé à gérer. Et la première chose à laquelle nous nous sommes attaqués, c'est à l'insécurité. C'est-à-dire que nous avons reçu les policiers, on leur a dit maintenant, vous avez compétence sur toute la ville. On a fait un état des policiers. Les policiers municipaux, pardon. Policiers municipaux.
il y en avait 15 ou 16, donc 4 ou 5 étaient inaptes au travail, avec ils pouvaient pas marcher, ils pouvaient pas. Bon, donc on en a embauché tout de suite pour porter le nombre à 30. Et ils se sont mis à faire leur travail d'agent de sécurité avec un succès certain, puisque, à la différence de la police nationale, la police municipale ne fait pas d'administratif et se comporte en quelque sorte comme les supplétifs de la police nationale. Donc ça a très bien marché, et aujourd'hui, et hier déjà, la ville d'Orange était la plus sûre du Vaucluse. Deuxième volet à laquelle nous sommes immédiatement attaqués, c'est à la gestion financière de la ville. Parce que cette ville n'était pas gérée. Alors on prenait les dossiers les uns après les autres, et à chaque dossier, on trouvait des anomalies, quelquefois légères, quelquefois graves, et donc on mettait de l'ordre. Et alors que cette ville était en auto-investissement net négatif, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, un peu technique. Je sais, je suis conseiller municipal, j'étais sous-directeur des finances de la ville de Paris, donc j'ai une vague notion. Elle était en auto-investissement net négatif depuis 4 ans. Nous l'avons remise en état d'auto-investissement net positif au bout de 6 mois. Alors même que les élections ayant lieu fin juin, pendant 6 mois, la majorité socialiste avait arrosé les fonctionnaires territoriaux avec des primes à tour de bras, parce que les fonctionnaires territoriaux, ce sont aussi des électeurs. On considère qu'un fonctionnaire représente 3 voix. Et donc, la campagne s'était faite là-dessus. Et malgré ce, en mettant simplement les choses en ordre, nous avons pu rétablir la santé principale de la ville en 6 mois. Et dès le deuxième budget, nous commencions à diminuer les impôts de la ville. C'est une belle réussite. Tous les ans, nous diminuons les impôts de la ville. Cette année, les impôts de la ville d'Orange seront diminués. Mais nous ne nous sommes pas contentés de cela. Nous avons aussi diminué l'endettement. Et aujourd'hui, l'endettement de la ville est quasi nul. Il est de quelques euros par habitant. Alors, on peut assez facilement diminuer les impôts, diminuer l'endettement, si on n'investit plus. Non mais je dois vous arrêter parce que en fait vous nous expliquez, et c'est bien connu maintenant, que la ville d'Orange est bien gérée. Mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Est-ce que vous n'avez pas réussi à établir avec les Orangers ou les Orangeois? Les Orangeois, une qualité d'écoute, une qualité de relations humaines parce que ça ne suffit pas d'être un bon gestionnaire. Il faut aussi vous êtes naturellement bonhomme et sympathique, vous allez me dire, ce qui n'est pas inutile pour un élu local. Ou pour un élu tout court. Mais vous avez quand même réussi à établir avec vos habitants, avec les habitants d'Orange, les Orangeois. C'était une nécessité. Une relation qui n'existait pas avant, qui avec vous, et qui était un peu charnelle, il faut dire ce qui est, quoi. Tout à fait. C'était une nécessité. Affectueuse. Elle s'est imposée tout de suite par le fait que les journaux, aussi bien nationaux que locaux, passaient leur temps à m'attaquer. Donc, quand vous avez affaire à une désinformation généralisée, bien, il n'y a qu'une manière de lutter contre, c'est la communication directe. Donc, nous avons fait de la communication directe constamment et on ne s'est pas arrêté depuis. Ça veut dire des réunions publiques, des réunions de quartier, une présence sur le terrain, un journal qui répondait aux attaques qui étaient faites par la presse et très rapidement, les gens ont été outrés de l'attitude des médias, tout particulièrement des médias télévisés, qui racontaient des sornettes, et les Orangeois voyaient bien que les médias mentaient. La plus belle, dont on me parle toujours, c'est que on pratiquait la censure à la médiathèque d'Orange. Libération, pour ne pas le citer, titre à la une que on pratique cette méthode-là en mettant 8 titres de journaux qui étaient censurés à la médiathèque d'Orange. Alors j'envoie un huissier
qui constate que 7 des 8 livres sont là, et n'ont pas été achetés dans la nuit. Et donc, on fait passer un droit de réponse. Le droit de réponse ne passe pas. On porte l'affaire devant les tribunaux et nous avons été déboutés. Comme quoi, les choses sont compliquées dans notre bonne terre de France. Et ça, on a mis au courant les Orangeois. On mettait même un Zadibao, je sais pas comment. Un Dazibao. Un Dazibao sur les Une affiche. Une affiche pour. Jacques Bompard. Et il y a eu un contact très amical, très chaleureux, très vite. Jacques Bompard, oui, il faut insister sur le fait qu'il est très difficile, quand on est vraiment de droite, de se faire élire en France, quand on aime vraiment sa patrie, mais notamment parce qu'on a la presse contre soi. Tout à fait. Et vous aviez la presse contre vous, et systématiquement vous étiez dénigré, calomnié, et vous l'êtes encore d'ailleurs, dans la presse écrite et dans la presse évidemment audiovisuelle, sauf à Radio Courtoisie, mais malheureusement il n'y a pas encore d'émetteurs modulation de fréquence de Radio Courtoisie à Orange. Et je n'ai pas le droit d'en mettre sur la mairie. Dommage. Sinon, je le ferais volontiers. Et vous aviez quand même un avantage, Jacques Bompard, c'est que vous étiez enraciné à Orange. Vous habitiez à Orange, vous avez habité toujours, si mes sources sont exactes. Donc c'est quand même un avantage considérable par rapport à tous ces candidats qui font du vagabondage électoral et que leurs électeurs ne connaissent pas. C'est vrai, mais je n'étais pas orangeois moi-même. J'y étais depuis 1965, donc j'y étais depuis 30 ans quand même. Et j'y ai fait de la politique en arrivant, donc c'est vrai que l'enracinement est... Alors parlons maintenant, puisque le temps tourne, Jacques Bompard, de votre élection récente au mois de juin. Vous avez été élu au scrutin majoritaire, donc, puisque c'est le scrutin de la France à l'heure actuelle. Député du Vaucluse, de la circonscription d'Orange. Orange Nord, Orange. Voilà. Le Nord-Vaucluse. Nord-Vaucluse. Donc, c'est quand même un résultat exceptionnel. Expliquez-nous comment vous avez réussi ce succès. Comment vous avez eu ce succès. Je crois que la renaissance d'Orange, parce qu'on peut parler de renaissance d'Orange, la renaissance d'Orange a fait que on nous appelle un petit peu de partout. Alors, on nous demandait à Valréas, on nous demandait à Bolène, on me demande actuellement au Pontet, où bien sûr je n'irai pas. J'ai envoyé ma femme à Bolène, et ma femme qui a au moins autant de compétences que moi, sinon plus, parce que les femmes sont extraordinaires, a été élue maire de Bolène. Et il est bien évident que Orange est la première ville du Nord-Vaucluse et Bolène est la deuxième ville du Nord-Vaucluse. Et nous avions été avant élus conseillers généraux d'Orange tous les deux. Donc notre implantation et notre rayonnement est important. Et donc assez naturellement, sans le soutien de personne, vous n'étiez investi par aucun parti politique. Par aucun parti politique. Même pas le bloc identitaire, non? Combattu par tous. Le bloc identitaire ne représente rien sur le Nord-Vaucluse. Oui, du point de vue électoral, il ne représente rien nulle part. Ils sont bien plantés sur les Alpes-Maritimes. Ouais. Mais sur le Nord-Vaucluse, non, il n'y a pas... Ils ont peut-être quelques adhérents, mais ça c'est pas électoralement. D'accord, ça n'est pas une force de frappe électorale. Donc, contre tous, nous avons été élus, on a été très bien élus, puisqu'on a fait 58% au deuxième tour, ce qui est un bon score, sachant que tous les autres ont été élus avec 50, epsilon. Voilà donc je voulais que les auditeurs de Radio Courtoisie connaissent un peu mieux Jacques Bompard, que vous êtes déjà venu à Radio Courtoisie, parce que, je le répète, c'est un élu exemplaire, c'est un élu remarquable qui a réussi ce qui est très difficile, c'est-à-dire sans baisser le pavillon de la droite nationale, en défendant ses idées, et d'être élu au scrutin majoritaire ou au scrutin municipal, et d'être réélu. Et d'être réélu, ce qui est encore peut-être plus difficile que d'être élu, et de le faire en restant indépendant et sans mettre ses idées dans sa poche. Voilà. Tout à fait, mais même je crois que c'est le fait d'être connu pour ne pas mettre mes idées dans la poche qui nous a aidés à être élus. Ensuite, ce qui fait que les électeurs ont une grande confiance en nous et ont été heureux que je sois élu. Benjamin Blanchard, je rappelle que vous êtes juriste collaborateur du bulletin de réinformation de Radio Courtoisie.
Avez-vous une question à poser à Jacques Bompard? Oui, est-ce que pour aider à votre réélection, il n'y a pas également votre réalisme? Parce que j'ai cru voir que vous étiez assez loin des incantations qui sont assez traditionnelles, malheureusement, parfois en politique. Et on a l'impression que vous êtes attaché à un discours réaliste de dire ce que vous pouviez faire, en fait. Tout à fait. Oui, c'est ce que Jacques Bompard a dit tout à l'heure. Il a dit il faut promettre ce qu'on peut tenir et tenir ce qu'on a promis. Toujours réaliste et surtout, je crois que ça a été un atout, au moins pour moi dans cette élection, d'être détaché des partis et de pouvoir dénoncer le fait qu'aujourd'hui les élus sont au service du parti et non pas au service des citoyens. Jacques Bompard. Alors que le seul rôle de l'élu, c'est d'être au service des citoyens. Jacques Bompard, vous êtes trop modeste parce que peut-être que pour des élections municipales, votre indépendance vous servait. Pour des élections législatives, normalement, les gens votent pour une étiquette. Et vous n'en aviez pas. Ouais. Donc c'est d'autant plus remarquable. Alors vous allez encore dire que je fais de la flagornerie, je suis simplement sincère et je souhaite surtout, excusez-moi, que votre exemple soit médité et qu'il y ait beaucoup de petits Jacques Bompard qui se lèvent, des clones de Jacques Bompard. Il faudra le cloner, Jacques Bompard. Il y en a d'autres. Alors, Jacques Bompard, nous avons parlé tout à l'heure avec Patrick Simon des manifestations contre le mariage homosexuel. Alors, je rappelle qu'il y en a deux. La première, organisée par Civitas, Renaissance catholique, etc., l'Action française, a lieu le dimanche 18 novembre, et le départ est à 14h30 devant le ministère de la Famille, 14 avenue du Caen, à Paris. Métro, école militaire ou Saint-François-Xavier. Dimanche 18 novembre, 14h30. Et je dois dire que cette manifestation est ma préférée. Et l'autre manifestation a lieu la veille, samedi 17 novembre 2012, départ à 14h30, place d'Enfer Rochereau. Et alors c'est celle à laquelle appelle Monseigneur 23, l'archevêque cardinal, ou le cardinal archevêque de Paris. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'elle n'est pas ma préférée. Mais plus sérieusement, je vois que le collectif, comme on dit, qui organise cette manifestation du 17 novembre, a 3 porte-paroles, dont l'un qui est mis au milieu, comme à place centrale, sur le site internet, s'appelle Monsieur Xavier Bongibaud. Bon, très bien. Et qui a l'inconvénient, à mes yeux, d'être un homosexuel proclamé et d'avoir créé l'association Plus Gai sans mariage. Alors, je veux bien faire comprendre. Je trouve particulièrement scandaleux que les gens affichent leurs inclinations sexuelles, que les gens sont parfaitement libres d'être ce qu'ils veulent, de faire ce qu'ils veulent dans leur chambre à coucher, ou sous un bosquet à la campagne, ça ne nous regarde pas. Et je vois pas pourquoi M. Bongibaud nous fait savoir qu'il est homosexuel. Est-ce que ça vous intéresse, vous, de savoir que M. Bongibaud est homosexuel? Bon, et alors, Monseigneur... M. Bongibaud. Alors, c'est l'organisateur de cette manif du 17. Et Monseigneur 23 appelle à manifester derrière M. Bongibaud sur le thème plus gay, plus homosexuel sans mariage. C'est-à-dire que, sous couvert de lutter contre le mariage homosexuel, on fait de la promotion pour l'homosexualité et pour surtout la coterie homosexuelle qui estime qu'il est absolument nécessaire de déclarer, je ne le dis pas en anglais, mais vous connaissez l'expression, de déclarer absolument son inclination sexuelle. C'est parfaitement déplacé, et je trouve qu'on se roule dans la démagogie la plus totale. Et d'ailleurs, dans les associations qui soutiennent cette manif, on voit également Philippe Arignot, essayiste homosexuel français, qui est mis en premier. Est-ce qu'on a besoin de savoir que M. Arignot est homosexuel, franchement? Et monsieur... Non, mais peut-être qu'il n'est pas inutile de savoir qu'il y a des homosexuels qui sont contre le mariage homosexuel. Médiatiquement, c'est quand même, ça les gêne beaucoup. Moi, je m'en sers constamment dans mes débats. Ça gêne beaucoup les médias. Ça gêne beaucoup les médias de l'oligarchie de savoir que des homosexuels affirmés comme tels s'opposent à cette loi. Et d'ailleurs, monsieur Bongibaud est très courageux parce qu'il se fait, je peux vous assurer qu'il se fait incendier en permanence par les coteries homosexuelles qui lui reprochent justement son engagement. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que le scandale majeur, c'est qu'on accepte, on trouve comme normal que les gens mettent en avant leur inclination sexuelle. Non, ce n'est pas normal, mais là, médiatiquement, comme c'était leur essence. Si vous voulez. Est-ce que les amateurs d'escargots se déclarent comme amateurs d'escargots? Bon, non. Les poissons roses sont des socialistes qui combattent le mariage homo. Moi, je suis particulièrement heureux qu'il y ait des socialistes qui combattent le mariage homo.
Hein, parce que vous avez besoin que les socialistes soient contre le mariage homo pour être contre le mariage homo. Plus on est nombreux, ravi qu'il y en ait. Je n'en ai pas besoin. Mais je suis ravi que l'adversaire soit divisé, que l'agitateur politique, que le révolutionnaire qui veut casser le mariage ait dans son camp des gens qui disent non, il faut pas casser le mariage. Alors bon, Jacques Bompard, irez-vous à la manifestation? Enfin, à quelle manifestation irez-vous? Irez-vous aux deux? J'irai aux deux et j'irai à la troisième qui aura lieu le 20 janvier, je crois. Et j'irai aux trois avec plaisir. Avec plaisir parce que c'est un combat contre le mariage homosexuel et un combat donné. Je le mène avec tous ceux qui veulent bien le mener. Et même si, dès ce combat-là, je vais plus être d'accord avec les socialistes du Poisson Rose. Très bien. Donc Jacques Bompard ira à la manifestation du 17 novembre à 14h30, place d'Enfer Rochereau, derrière Xavier Bongibaud, plugué sans mariage. Derrière ou devant, je sais pas. Bon, nous ne ferons pas de plaisanterie déplacée. Non, vous me faites penser à Jacques Miard qui a cette antenne. Alors écoutez, vous me faites penser à Jacques Miard qui à cette antenne a dit non, il ne faut pas parler de mariage homosexuel, ou il faut parler de tandem ou de couple homosexuel. Alors je dis ouais, vous avez raison parce qu'on dans un tandem, on pédale l'un derrière l'autre. Le problème, c'est que le mariage homosexuel va encore plus loin que ça. C'est qu'il ouvre le mariage plural, littéralement. Ah bah polygamie, pourquoi pas, effectivement. Et puis l'inceste, pourquoi ne pas si on passe par là, plus rien ne s'arrêtera. Et bien entendu. D'ailleurs, c'est pour ça que le titre même de mariage pour tous est une escroquerie, puisque pour l'instant, il n'est pas encore pour tous, puisqu'il y a plein de gens qui s'aiment sûrement, mais qui ne pourront pas se marier. C'est là le scandale. Oui, et puis écoutez, encore une fois, le romantisme est passé par là, mais le mariage, ça ne se réduit pas à l'amour. L'amour n'est ni nécessaire ni suffisant pour le mariage. D'ailleurs, Jacques Bompard, vous êtes maire, et lorsque vous mariez des couples, leur demandez-vous s'ils s'aiment? J'embrasse toujours la mariée. Alors, parce que vous profitez de la situation. Vous profitez de la situation. S ou EES. Alors, est-ce que vous célébrerez les mariages homosexuels? Non. Vous pourriez embrasser les deux mariés, alors, à ce moment-là. Oui. Alors, au choix. Le maire du 5e, avec qui je débat régulièrement maintenant, m'a demandé ma main et j'avoue que je l'ai refusé avec hauteur. Bien. Alors, nous allons nous intéresser maintenant au rapport gallois à nouveau, d'ailleurs, comme l'a fait tout à l'heure Patrick Simon. Nous allons revenir à ce sujet. Et j'ai donc le plaisir d'avoir invité et de recevoir Laurent Arthur Duplessis, journaliste écrivain, et Gérard Lafay, économiste, professeur émérite de l'université Panthéon-Assas. Et Gérard Lafay, notamment l'auteur de 12 clés pour sortir de la crise, mais je n'aurais garde d'oublier que Laurent Arthur Duplessis est l'auteur de la crise et la guerre, la faillite des élites. De la crise et la guerre, la faillite des élites par Laurent Arthur Duplessis aux éditions Jean-Cyril Godefroy, et 12 clés pour sortir de la crise. Vous êtes venu d'ailleurs en parler à cette antenne, Gérard Lafay, aux éditions L'Harmattan. Alors, je vous pose la question, choc de compétitivité ou sortie de l'euro? Marine Le Pen a très justement dit, je pense pour ma part que c'était très juste, Gérard Lafay, que, au fond, économiquement, ce rapport gallois, ce choc de compétitivité proposé par le rapport gallois et appliqué plus ou moins par le gouvernement, ressemble beaucoup à une mini-dévaluation. Qu'en pensez-vous? C'est même pas une mini-dévaluation, parce que la seule mesure qui pourrait y faire penser, c'est la fameuse augmentation de TVA. C'est voilà. La TVA sociale, mais qui porte sur 0,5%. Donc c'est vraiment mini. C'est la mesure TVA sociale, parce que vous parlez de ce qui était adopté par le gouvernement, pas de ce que propose le rapport gallois à l'origine, hein. Oui. Non, mais la mesure TVA sociale dont parlait d'ailleurs le précédent gouvernement, à hauteur de 3-4%, c'est minuscule par rapport à ce qui serait nécessaire pour rétablir la compétitivité, parce qu'il faut au moins 20% de dévaluation, en clair, pour retrouver la compétitivité à court terme. Et le rapport gallois, ces mesures, la seule qui soit effectivement une dévaluation, parce que la TVA, elle s'applique aussi aux produits importés, mais les autres mesures sont tout à fait à côté de la plaque. Et ce qui est frappant d'ailleurs, c'est que
ces soi-disant crédits d'impôt pour favoriser les entreprises, en réalité, ça profite que très peu aux entreprises qui en ont besoin, c'est-à-dire les entreprises industrielles. Parce que c'est l'industrie qui a perdu énormément en termes de marge. Alors que, quand on regarde globalement les chiffres, il n'y a pas eu de dégradation forte des marges des entreprises en général. C'est-à-dire qu'en réalité, les entreprises de services, c'est elles qui vont en profiter. Alors que l'industrie qui a besoin fondamentalement de rétablir sa compétitivité, elle n'aura pratiquement rien. Alors rappelons que le rapport Gallois était justement conçu pour faire des propositions en faveur de l'industrie. Et exactement. Le rapport Gallois souligne la désindustrialisation de la France. Et pourquoi ai-je parlé, ou Marine Le Pen a parlé de mini-dévaluation? Parce que la dévaluation, la baisse de la monnaie nationale par rapport aux monnaies étrangères, permet d'un seul coup de réduire le coût du travail exprimé en monnaie étrangère. Et donc améliore la compétitivité par rapport aux concurrents étrangers. Et là, on essaye par ces TVA sociales ou par ces mesures de crédit d'impôt, ces mesures détournées, d'arriver peu ou prou au même résultat, qui consiste à alléger les charges sociales, donc alléger le coût du travail en prélevant sur la consommation par une augmentation d'impôts. Oui, exactement. Et en plus, l'augmentation de TVA qui se fait, qui est proposée par le gouvernement Ayrault, 3%, c'est uniquement pour des services à usage interne, c'est-à-dire pour l'hôtellerie ou les travaux d'équipement du ménage. Mais ça n'a aucun rapport avec la compétitivité extérieure, ça n'a rien à voir. Et l'industrie n'y gagne pratiquement rien dans ce rapport. Je crois que ce que... Jacques Bompard. Aussi bien Gallois que tous les autres oublient que si notre économie ne marche pas, il y a des raisons. Alors Gallois en évoque 5, dont celle qui est le plus remarquable, le coût du travail. Mais il oublie que tout ça a des causes, et la cause la plus fondamentale, c'est le traitement social du chômage. Le traitement social du chômage est en train de ruiner le pays. 100 milliards par an. Traitement social du chômage, 100 milliards par an. Tant qu'on ne règle pas ça, notre économie, quelle que soit la recette magique que l'on veut utiliser, ne pourra pas se relancer. Il faut d'abord traiter la maladie, et quand la maladie est traitée au fond, eh bien on peut avancer. Là, ce que l'abandon de l'euro, c'est un traitement symptomatique qui peut être utile dans la mesure où on a soigné le mal. Et soigner le mal, c'est le traitement social du chômage, c'est la démagogie économique qui fait que dans ce pays, on haït les gens qui travaillent et les gens qui réussissent. Et il est bien évident, tant que l'on a des tares tels que cela, on ne peut pas relancer l'économie. Parce que ce n'est pas possible. Les 20% que pourrait apporter une dévaluation, c'est 20% qui joueront temporairement. Hein. Tant qu'on n'a pas chassé les causes qui créent qui sont des pollutions. C'est une pollution, le traitement social du chômage. Il faut que tout le monde travaille. Tout travail mérite salaire, tout salaire mérite travail. On n'a pas le droit de distribuer 100 milliards sans demander du travail en échange. Alors je rappelle quand même, Gérard l'a fait avant que vous repreniez la parole, il me paraît indispensable de donner les éléments qui sont dans le rapport Gallois, le rapport de Louis Gallois, présenté au gouvernement. Je rappelle que Louis Gallois était donc l'ancien PDG de l'EADS. Et il rappelle la situation de l'industrie française, il donne des chiffres qui sont, je crois, incontestables et qui sont consternants. La part de l'industrie hors construction dans la valeur ajoutée totale en France est passée de 18% en 2000 à un peu plus de 12,5% en 2011, de 18% à 12,5%. L'affaiblissement de l'industrie française se traduit par des pertes de parts de marché considérables à l'exportation. En Europe, premier débouché commercial de la France, la part de marché des exportations françaises est passée de 12,7% en 2000 à 9,3% en 2011. Et les chiffres les plus terribles sont encore à venir. Globalement, le solde de la balance commerciale de la France est passé d'un excédent de 3,5 milliards d'euros en 2002. Alors, il choisit la date de 2002 parce que c'est la date de l'arrivée au pouvoir de l'UMP qui a gouverné la France jusqu'en 2012. Le solde de la balance commerciale est passé d'un excédent de 3,5 milliards d'euros en 2002 à un déficit de 71,2 milliards d'euros, soit 3,5 points de PIB en 2011. C'est-à-dire qu'après 10 ans de gouvernement UMP, on a atteint un déficit commercial de 71 milliards d'euros.
La balance hors énergie était de 25 milliards d'euros en 2002, était de plus 25 milliards d'euros en 2002, et de moins 25 milliards d'euros en 2011. Cette situation se répercute sur le déficit public et l'endettement de la France. La perte de compétitivité a ainsi des conséquences majeures sur l'économie française. Je pense que, Gérard Lafay, que vous ne contestez pas cette analyse. Non, je ne conteste. C'est fait. C'est tout à fait exact, mais je crois qu'il y a un élément très important qui a joué, c'est la montée de l'euro. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'aux alentours de 2000, l'euro était relativement bas. Et d'ailleurs, ce qui est curieux, c'est que quand les socialistes ont pris la mesure idiote des 35 heures, apparemment, la situation économique était bonne en France. On avait une croissance forte. Et après, le problème, c'est que ils ont cru qu'il y avait une cagnotte qui tenait à cette mesure et que c'était leur politique qui donnait cette croissance forte. En réalité, c'est pas leur politique qui permettait cette croissance. C'est le niveau de l'euro qui était bas. Et à l'époque, le dollar était au contraire élevé. Ensuite, l'euro, qui était aux alentours de $1, est monté jusqu'à au-dessus de $1,40. Il y a eu une augmentation de 40% de l'euro, ce qui veut dire une augmentation de 40% de coût. C'est un facteur aggravant. Il est évident que vous avez tout à fait raison pour dire qu'il y a eu beaucoup de bêtises qui ont été faites, et notamment le traitement social du chômage, mais à cela s'ajoutait le problème fondamental de la montée de l'euro. Alors l'euro est encore un petit peu redescendu, mais il faudrait retomber aux alentours de $1. Or, en réalité, le problème, nous sommes à 1,30, à peu près à 1,30. Oui, on est à 1,30. Le problème, c'est pas seulement vis-à-vis de l'extérieur, c'est aussi à l'intérieur de l'Europe. Le deuxième problème de l'euro, c'est qu'il y a des divergences énormes qui sont créées entre l'Allemagne, principalement d'un côté, et les autres pays. Alors, je ne parle pas de... Alors, l'Allemagne qui a fait une politique de modération salariale, Gérard l'a fait. Une politique, d'ailleurs, excessive. Et peu de chômage. Non, le modération salariale, c'est bon, mais je crois que les Allemands ont exagéré dans ce sens. Mais nous, on a exagéré dans l'autre sens, évidemment. Ajouter, évidemment, avec les 35 heures, ça donne, et la montée de l'euro, ça donne des résultats catastrophiques. Alors, rappelons que les 35 heures ont été adoptées par les socialistes, mais que pendant 10 ans, l'UMP n'est pas revenu sur les 35 heures. Il faut savoir que, on ne répétera jamais assez, on pourrait le dire pour le mariage homosexuel, que ce qu'une loi a fait, une autre loi peut le défaire. Ce qu'une loi a fait, une autre loi peut le défaire. Par conséquent, bien que ce soit les socialistes qui, avant 2002, entre 1997 et 2002, sous Jospin étant Premier ministre, ont fait le Pacs, par exemple, qui était déjà un mariage homosexuel, enfin un mariage ouvert aux homosexuels, ont fait les 35 heures, le fait que pendant les 10 années qui ont suivi 2002, de 2002 à 2012, Sarkozy et Chirac avant lui, les gouvernements UMP, les majorités UMP ne soient pas revenus sur ces deux mesures, signifie qu'elles s'en font implicitement les co-auteurs. Il était d'ailleurs cocasse de voir les députés de l'ancienne majorité, donc les députés UMP, tenser le Premier ministre Jean-Marc Ayrault au sujet des 35 heures, alors que pendant 10 ans, ils n'ont strictement rien fait, comme vous le dites. C'est ridicule. Revenir là-dessus. Donc il lui reprochait à lui, Jean-Marc Ayrault, socialiste, dont ses prédécesseurs avaient mis en place les 35 heures, il lui reprochait à lui de ne pas revenir sur les 35 heures, ce qu'eux-mêmes n'ont pas fait en 10 ans. C'est grotesque. Et ils ont découvert pour les élections présidentielles et législatives qu'il fallait abroger les 35 heures, ce qu'ils n'avaient pas fait pendant les 10 années précédentes. Je crois qu'ils avaient déjà découvert ça en 2007, mais ils l'ont pas plus fait entre 2007 et 2007. Alors, Laurent Arthur Duplessis, vous n'avez pas encore exprimé votre position sur le sujet. J'abonde tout à fait dans le sens du professeur Lafay, en ajoutant que, et en même temps de monsieur Bompard, en ajoutant que justement, la diminution de la dépense publique en France serait un point cardinal, en même temps, je crois, moi, que l'abandon de l'euro, et la diminution de la dépense publique en France, elle pourrait passer aussi par le traitement de la question de l'immigration, puisque le solde, mais qui n'est pas le moindre. 100 milliards le chômage, 50 milliards l'immigration. Oui. Et on augmente les impôts. Là, je suis obligé de vous interrompre parce que franchement, il y a une chose que j'ai envie de dire. Alors, mais je vous promets, je vous rends la parole. C'est que Mitterrand avait dit il y a bien longtemps, contre le chômage, on a tout essayé. Mais il y a une chose qu'on n'a pas essayé depuis Mitterrand. C'est de renvoyer les immigrés. Bien sûr. Et je rappelle qu'on l'a fait en 1932 et que le chômage est tombé à 0% à la suite de l'expulsion des immigrés. Et par conséquent, l'une des solutions possibles, toutes choses égales d'ailleurs, pour lutter contre le chômage, c'est de faire partir les immigrés. Et le chiffrage du solde négatif de l'immigration a été effectué par plusieurs instances. Contribuable associé l'avait chiffré à 30,4 milliards d'euros, mais on peut peut-être penser
on s'approcherait plutôt de 70 000 milliards d'euros. C'est très important. Des dizaines de milliards d'euros. Alors ça dépend du calcul. Mais... Oui, mais disons, quand on voit tous les effets induits de cette immigration mal digérée, quand on voit les surcoûts en sécurité, les surcoûts en éducation nationale, les surcoûts psychologiques aussi, parce qu'on ne chiffre jamais les surcoûts psychologiques. Je pense par exemple à l'angoisse d'une infirmière qui le soir à 22h ou 23h prend son RER pour aller en lointaine banlieue parisienne et après une journée écrasante de travail se retrouve absolument écrasée de peur parce qu'elle se demande ce qui va lui arriver. C'est un coût psychologique, il n'est pas quantifié, mais il est calamiteux. Et ça aussi, ça retentit non seulement sur le bonheur national brut, comme on dit maintenant, mais sur... Difficile à calculer. Hein. C'est à calculer, mais sur la productivité des gens. Et il est certain que quand on additionne le traitement du chômage plus ce que l'on pourrait économiser sur l'immigration, eh bien déjà on pourrait diminuer la dépense publique d'une manière considérable pour soulager le tissu des petites et moyennes entreprises françaises qui, on l'oublie, produisent 4/5 au fond de la richesse nationale, qui sont complètement dépourvus de possibilités de financement lors du démarrage. Il n'y a pas de vrai système de capital risque en France. Les petites et moyennes entreprises, qui sont quand même l'essentiel de la richesse nationale, manquent cruellement de fonds propres. Et elles sont écrasées aussi. Elles sont écrasées d'impôts. Elles n'ont pas encore... Et administrativement. La complexité administrative française est totalement surréaliste. Un entrepreneur qui démarre sa petite entreprise, il n'a pas encore gagné un centime que déjà l'URSSAF lui réclame quelque chose. Et il faudrait faire des exemples. Je croyais qu'on avait amélioré les choses sur ce plan, non? Je crois pas que ce soit très notable. Hein. L'auto-entrepreneur, quand même. Pardon? Oui, l'auto-entrepreneur. Il y a une des rares choses que Sarkozy a faite de bien. C'est sa loi de 2008. Du 3 août 2008, qui a créé le statut d'auto-entrepreneur, qui a créé aussi les fonds de dotation. Et je rappelle que nous avons un fonds de dotation de Radio Courtoisie et que les fonds de dotation peuvent recevoir des legs, LEGS. Ou laisse. Les deux prononciations sont Non. Nous en avons déjà débattu. L'ITRED admet que le lait, que la prononciation lait, LEGS, c'est-à-dire ce qu'on lègue un lait, un héritage, sans droit de succession. Mais alors, ce qu'il faudrait... Bien, hein. Vous êtes très fort, cher ami. Pourquoi? Non, attendez. Mais il faudrait effectivement... C'est-à-dire que je tire la couverture à Radio Courtoisie. Mais il faudrait effectivement développer les exemptions fiscales pour les jeunes entreprises tout au long de leur croissance pendant plusieurs années. Et effectivement, il est certain que le fameux choc de compétitivité dont on parle, pour qu'il y ait choc, il faudrait qu'il y ait des mesures massives, soudaines, et je dirais, il faudrait pouvoir faire un effet de sidération sur le système économique français par des mesures d'une très grande puissance. Parce que là, attendez, le sujet. En fait, vous êtes un mauvais élève, Laurence Duplessis, parce que je vous ai posé une question et vous sortez du sujet. Hein? Hors sujet. C'est dedans encore. Le sujet, c'est choc de compétitivité ou sortie de l'euro. Et donc, tout le rapprochement, est-ce que ce que propose Gallois ou ce que fait le gouvernement, un peu moins, est une forme d'éviter la sortie de l'euro? Est-ce que le mieux ne serait pas de sortir de l'euro? Alors Gérard l'a fait. Il faut les deux. Je crois que Gallois lui-même pense effectivement que l'euro est un obstacle, mais il lui a été interdit bien entendu, de parler de l'euro. Lui, il est resté dans le sujet. Alors, après, l'euro. Pourquoi sortir de l'euro? Parce que je crois que actuellement, c'est le seul moyen, effectivement, d'obtenir une dévaluation substantielle. Mais je crois qu'il y a deux erreurs qu'on fait en matière de dévaluation. La première, c'est de dire que ça sert à rien parce que très rapidement, ça va être bouffé par l'inflation. C'est pas vrai, il y a des dévaluations qui ont très bien réussi en France. Et celle de 58 avec le général de Gaulle, celle de 69 avec Georges Pompidou, ces dévaluations ont réussi parce qu'il y a eu en même temps un plan de lutte contre l'inflation. Par contre, les dévaluations socialistes des années 80, effectivement, elles ont échoué. Deuxième erreur qu'on fait en matière de dévaluation, on pense que les gens vont y perdre. En réalité, moi je fais le calcul, si on dévalue de 20%, on y perdrait au maximum en pouvoir d'achat 3%, parce que ça va porter uniquement sur les exportations.
sont les importations, je veux dire, et les importations en dehors de la zone euro. Parce que dans la zone euro, on va dévaluer par rapport à l'Allemagne, mais par rapport à d'autres qui ont besoin de dévaluer encore plus, l'Espagne, la Grèce, l'Italie, eh bien, au contraire, on va réévaluer. Donc, en moyenne, par rapport à l'actuelle zone euro, ça ne va pas faire de changement. Par contre, vis-à-vis de l'extérieur, effectivement, il y aura une augmentation de certains prix, par exemple le prix d'essence. Permettez-moi de rappeler, des vérités élémentaires d'économie politique. Lorsque, dans un pays, les salaires de ce pays sont trop chers, oui, pour que ce pays soit compétitif. Alors, il n'y a pas que les salaires, mais enfin, les salaires, c'est quand même, dans le prix de revient, un élément considérable. Mais il y a d'autres éléments, mais notamment les salaires qui forment les 2/3 du prix de revient. Et lorsqu'ils sont, théoriquement, il faudrait dire, écoutez, nous ne sommes pas compétitifs, nous allons baisser les salaires de 10%. Tous les salaires. Évidemment, si on fait ça, c'est la révolution. Personne n'a envie de voir sur sa feuille de paye. C'est ce qu'on est en train de faire en Grèce. En Grèce, on est en train de le faire. Alors, ce que propose d'ailleurs Keynes, parce que toute la théorie keynésienne, c'est ça, excusez-moi, Gérard Lafay, c'est de dire, on va faire de l'inflation, la dépense publique va créer de l'inflation, et comme ça, les salaires nominaux ne vont pas bouger, mais les salaires réels, par rapport au prix, eux vont baisser. Donc, et il y a... C'est autre chose, à mon avis. Enfin, c'est bien ce qui s'est passé, là. Les prix... Il y a eu une inflation cachée pendant 10 ans en France, et les salaires, si nominalement ils ont un peu augmenté, ils ont finalement beaucoup moins augmenté que les prix. On le voit bien, que ça soit dans les produits de consommation courante ou alors de manière plus extraordinaire dans l'immobilier. Il n'y a pas du tout de corrélation entre la hausse des prix réels et la hausse des salaires, ce qui fait que les Français, les salariés en tout cas, ont bien perdu en pouvoir d'achat sur 10 ans. Non, mais je ne sais pas s'ils ont vraiment perdu en pouvoir d'achat. Je crois pas qu'ils aient vraiment perdu. Mais enfin, en tout cas, la baisse des salaires, c'est ce qui est préconisé par certains experts de la Commission de Bruxelles et qui s'est appliqué concrètement à certains pays. Ça a commencé par la Grèce, ça continue par le Portugal, ça continue maintenant par l'Espagne. Alors, cette politique de baisse des salaires, on va dire, ça va faire baisser les prix. Mais en réalité, il y a des expériences anciennes qui ont montré que ça ne marche pas parce que les prix baissent beaucoup moins que les salaires et il y a une baisse du pouvoir d'achat. Le résultat, c'est que la croissance diminue encore plus, le chômage augmente, c'était un véritable cercle vicieux. Tant que vous ne réglez pas les problèmes de fond... Jacques Bompard. Tant que vous ne réglez pas les problèmes de fond, si vous pensez pouvoir régler les problèmes causés par cet art de fond, vous vous trompez. L'un n'empêche Il faut d'abord traiter les problèmes de fond. Il faut d'abord évaluer. Et en même temps avoir un plan. Vous ne pouvez pas faire les deux. Vous allez avoir une... Dans l'immédiat, il y a quelques évaluations qui nous marchent. Actuellement, aujourd'hui, certains pensent que l'euro rapporte à l'Allemagne. Mais c'est l'Allemagne qui porte l'euro aujourd'hui et qui, en portant l'euro, porte une partie du déficit de la France. Moi, je veux bien qu'on se sépare de l'Allemagne, mais vous verrez, ça va être l'explosion de notre économie complète. Non. Vous n'allez plus rien tenir, plus rien gérer. Il faut d'abord raisonner en politique, travailler en politique, mettre de l'ordre dans notre fonctionnement, arrêter les gaspillages de l'État. On les a pas chiffrés, ils sont abyssaux aussi. Donc déjà, rien que sur le travail et sur l'immigration, on a au moins 150 milliards. Et on est en train de tuer l'économie. Non, mais Jacques Bompard. Jacques Bompard, vous êtes. Pour des 30 milliards. Mais non, ça n'est absolument pas contradictoire avec ce que j'ai dit. Oui, bien sûr. C'est-à-dire, dans l'immédiat, parce que c'est un problème à très court terme, le problème de compétitivité. Dans l'immédiat, il faut commencer, effectivement, par remettre les choses à niveau en matière de coûts. Il n'y a que la dévaluation. Ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas. Vous avez les socialistes au pouvoir pour 5 ans encore. Et ça ne se fera pas. Les socialistes comme Sarkozy sont accrochés à l'euro. Et c'est ça le problème. Et donc ils refuseront jusqu'à ce que l'euro explose. Je vais peut-être demander à Jacqueline si elle a eu le temps de lire quelques messages, de les déchiffrer. Absolument, ça y est, c'est fait. De les lire à l'antenne. Que vous êtes sur Radio Courtoisie, le journal d'Henri de Lesquen, qui reçoit en seconde partie pour nous parler du choc de compétitivité ou sortie de l'euro. Jacques Bompard, député du Vaucluse, maire d'Orange, Benjamin Blanchard, juriste, collaborateur du bulletin de réinformation, Laurent Arthur Duplessis, journaliste, écrivain, et Gérard Lafay, économiste, professeur émérite de l'université Panthéon-Assas. Je rappelle que le professeur Gérard Lafay est l'auteur de 12 clés pour sortir de la crise aux éditions L'Harmattan, et que Laurent Arthur Duplessis est auteur de son dernier ouvrage, en attendant le prochain, de la crise et la guerre, la faillite des élites, aux éditions Jean-Cyril Godefroy.
Alors, un auditeur. C'est tout à fait ça. Monsieur Delesquin, merci pour Jacques vos remarques. Bompard a dit à voix basse, medio voce, donc je le répète, la faillite des élites, c'est tout à fait cela. Il faut parler près du micro et fort pour qu'on vous entende. Merci pour vos remarques. C'est adressé à M. Delesquin. Concernant les organisateurs de la manifestation du 17 novembre, trouvez-vous normal qu'une catholique qui se présente sous le pseudonyme de Frigide Barjot, il y a là une référence sexuelle tout à fait déplacée? Alors je réponds tout de suite sur cette question. Je connais bien Frigide Barjot, qui est une jeune femme charmante. Elle avait ce surnom lorsqu'elle était militante du groupe Jalon de Basile de Kock, et c'était une plaisanterie de potache. À l'époque, ça allait bien. Mais je trouve effectivement que cette auditrice, ou cet auditeur, pardon, a parfaitement raison. Frigide Barjot, dans le contexte, c'est parfaitement déplacé, c'est une expression obscène, c'est totalement déplacé. Mais je vois que Benjamin Blanchard est en pleine démagogie, qui trouve ça très bien. C'est de la démagogie et c'est de l'obscénité, donc c'est parfaitement, elle devrait, d'ailleurs moi je ne l'appelle que Mademoiselle Barjot pour éviter l'obscénité de Frigide. Alors, vous allez me dire que je suis un père à la pudeur. Vous nous avez pas habitués à ça, cher Henri Delesquin. Mais non, mais vous ne comprenez pas que tout est congruent, tout est une question de contexte. Lorsqu'on défile, lorsqu'on défend la religion catholique, lorsqu'on défend la famille traditionnelle, on ne s'amuse pas à faire des plaisanteries de ce genre. Dans ce contexte-là, c'est déplacé. Tout est une question de contexte, de congruence. Alors, une auditrice, quels sont les rapports de la mairie avec le festival d'Orange? Alors, nous sommes le plus gros financeur d'éco-régie d'Orange et nous avons dans cette vénérable institution le vice-président et le trésorier qui sont issus de la mairie statutairement, mais qui n'ont qu'un rôle éminemment symbolique. Monsieur Bompard, une auditrice, quelles sont les dépenses que vous avez réduites pour désendetter la ville? Écoutez, nous les avons toutes réduites. Nous les avons toutes réduites puisque nous avons fait la chasse au gaspillage, que nous en avons trouvé partout et que nous avons taillé dans tout ce qui était inutile. Et je dois vous dire qu'une fois qu'on a fini, eh bien, on recommence à faire le tour parce qu'on s'aperçoit que il y a une facilité à produire le gaspillage tout à fait considérable. Alors, on travaille comme ça. Les services le comprennent. Par exemple, et j'invite le gouvernement et toutes les collectivités à faire pareil, on a diminué le nombre de fonctionnaires de 33%. Ah ben voilà une source d'économie. Le volume de travail a augmenté et les fonctionnaires orangeois ne meurent pas sous le travail. Par contre, maintenant, ils ont l'estime des orangeois, ce qu'ils n'avaient pas forcément avant. Alors, Monsieur Bompard, comment se fait-il que nous soyons obligés de renflouer par nos impôts un journal comme Libération mis en cessation de paiement après le retrait de la publicité de LVMH? Pourquoi suis-je obligé de le renflouer alors que je ne partage pas du tout ces idées? Pouvez-vous soulever le problème? Non, mais je crois que cet auditeur se trompe. Non, mais attendez, mais c'était pas vrai. Je ne crois pas qu'il y ait une subvention de l'État exceptionnelle. Oui. Pas, il y a des subventions. Non, mais il y a des subventions ordinaires. Routinières, habituelles, qui ne vont d'ailleurs qu'aux journaux qui sont aux ordres du Benjamin Blanchard, système. sur le cas de Libération, il n'y a pas eu de subvention exceptionnelle, si? Alors ça, je ne sais pas, mais jamais entendu dire. C'est vrai que les subventions ordinaires vont très majoritairement. C'est la banque Rothschild qui a subventionné Libération. Non, mais il y a les subventions à la presse quotidienne d'opinion. Voilà. Et c'est vrai que la presse de l'oligarchie en bénéficie très majoritairement. Mais pour être exact, il faut reconnaître que dorénavant, le journal présent en bénéficie. Mais alors très modestement, c'est une part infime évidemment du budget. Mais ils ont dû combattre pour l'obtenir pendant des années et des années. Et faire de multiples recours pour bénéficier enfin de l'aide dont tous les autres journaux bénéficiaient, tous les journaux quotidiens et présents. Non, pas tous. Non. La presse d'opinion, tous les journaux. La presse d'opinion, presse quotidienne d'opinion. Non, mais pas Le Monde, ni le Figaro, Monde en bénéficie, ni le Parisien. Le Figaro, non, mais bien sûr que si. Non. Ah, mais je vous assure, Henri Delesquin. Mais vous vous trompez. Toute la presse bénéficie des tarifs postaux spéciaux très avantageux. Il n'y a pas de subvention particulière pour la presse d'opinion, pour Le Monde, etc. C'est les subventions, c'est pour Libération, c'est pour l'Humanité et maintenant pour Présent. Mais moi, ça me choque de soutenir par mes impôts l'Humanité et Libération, qui sont des torchons. Je combats l'immigration depuis qu'elle existe et je la finance depuis qu'elle existe.
Eh ben, je ne vous félicite pas, monsieur Bompard. Mais vous la financez aussi. Hélas. Une auditrice, pourquoi chasse-t-on à coups de taxes, diverses et multiples les capitaux français pour faire venir à leur place des capitaux du Qatar non imposables? Qu'est-ce que cela signifie? Dans la fonction territoriale, c'est une auditrice, les prélèvements de l'URSSAF ont augmenté depuis le début de ce mois. Une auditrice, de quelle nationalité étaient les immigrés refoulés en 1932? Un auditeur, l'heure de travail du français est la plus productive du monde. Un auditeur, pourquoi supprimer les 35 heures pour quelqu'un qui est employé dans une grande enseigne? Cette suppression pourrait-elle agir sur la compétitivité de la France à l'international? Et on oublie toujours que le passage aux 35 heures, cela a été surtout aussi 35 heures payées 39 heures, ce qui a mis beaucoup de petites entreprises en difficulté. Et vous avez oublié de citer un spécialiste illustre, Pierre Hillard. Bon. Écoutez, évitons cette promotion inutile, c'est déplacé. Bien, écoutez, je crois que j'en ai terminé. Ça n'a rien à voir avec le sujet. Alors, réponse aux questions, peut-être rapidement, avant que nous lisions la chronique du courrier des auditeurs. Le gaspillage est la règle dans ce pays, et la démagogie est la règle. Et tant que l'on ne supprimera pas la démagogie, on ne réglera rien dans ce pays. Alors là, écoutez, là, excusez-moi, mais alors là, je suis très pessimiste. Parce qu'est-ce qu'il faut? Moi, je ne le suis pas. Parce que je tiens toujours des discours de cohérence et de bon sens. Et c'est pour ça que vous êtes un exemplaire. Je m'aperçois que les gens les comprennent dès qu'on les leur dit. Mais bien sûr, il faut encore que quelqu'un les leur dise. Parce que si la presse, la télévision et les radios, hormis la vôtre, passent leur temps à leur dire des contre-vérités, ben, la contre-vérité devient la règle. Eh bien, merci Jacques Bompard, merci Laurent Arthaud-Duplessis, merci Benjamin Blanchard, merci Gérard Lafay.